Bonjour et bienvenue sur What's Up Bro et merci de nous rejoindre pour ce simple podcast. Aujourd'hui on remonte aux origines d'une chanson, on a déjà parlé de Au clair de la lune, Frère Jacques ou encore Il était un petit navire, mais cette fois on parle de Marlborough s'en va en guerre. Marlborough s'en va en guerre, mironton, tonton, mirontaine. Marlborough s'en va en guerre, le sait quand reviendra. Mais c'est qui Marlborough et de quoi est-ce qu'elle parle véritablement cette chanson? Eh bien on va le découvrir tout de suite après le générique. What's Up Bro, le simple podcast du lundi. Pas toujours. Et pour que vous puissiez vous repérer, voici les différentes parties avec leur timecode. Voilà, c'est cadeau. Les paroles. Alors déjà, cette fois, on va pas parler de tous les couplets, parce qu'il y en a beaucoup, et que c'est un petit peu répétitif, mais donc c'est l'histoire de Marlborough, un type qui part à la guerre, et dont on ne sait pas quand il reviendra. Jusque-là, j'imagine que vous suivez. On se dit alors qu'il reviendra peut-être à Pâques, ou bien à la Trinité. Donc en gros, soit à la fin du carême, soit à la fête de la Sainte Trinité, qui a lieu le dimanche d'après la Pentecôte, donc 8 dimanches après Pâques. Évidemment, je le savais. Autrement dit, encore une fois, la chanson a un contexte très chrétien, très catholique même. Bien que ça ne soit pas le but de la chanson, c'est le contexte. Elle est clairement dans un contexte chrétien. Oui, c'est la Pâque chrétienne, c'est pas la Pâque juive. Mais en fait, la chanson vous parle de Pâques et de la Trinité, mais elle aurait aussi bien pu vous dire qu'il reviendra pour la Saint-Glinglin, c'est-à-dire jamais. Parce que c'est un petit peu ça l'idée de la chanson. Marlborough, il va pas très bien. D'ailleurs, le couplet d'après dit bien « La Trinité se passe, Marlborough ne revient pas ». On ne sait toujours pas qui est Marlborough à ce stade, mais on commence à se douter que la guerre, ça lui a pas fait du bien. Ensuite, sa femme monte à la tour. Tiens, ça veut dire que Marlborough est riche, puisqu'il a une tour à laquelle sa femme peut monter si haut qu'elle peut le voir venir de très loin. Donc elle a quand même une belle vue, elle peut voir au loin, il n'y a rien qui bloque sa vue, quoi. Ils vivent peut-être sur une colline. Bref, Marlborough, c'est probablement un château qu'il possède. Et autre information dont nous disposons désormais, Marlborough est marié. On en sait un petit peu plus. Poursuivons. Là, arrivé en haut de sa tour, il y a un petit passage qui rappelle Barbe Bleue. « Sir Anne, ne vois-tu rien venir ?» Pour la 3e fois, non. Donc là, en haut de sa tour, elle finit par voir arriver son page. Un page, pour faire simple, c'était un jeune homme ou un jeune garçon au service d'un seigneur, d'un roi ou d'une dame, et qui lui sert d'escorte, pour faire court. Donc, pour simplifier à l'extrême, elle est en haut de sa tour, et là, au loin, elle voit arriver l'équivalent du garde du corps de son mari, qui revient tout seul, qui tire à la tronche, et qui ne porte pas sa livrée habituelle, mais qui porte des habits de deuil. Ça va pas très fort. Normalement, le devoir de ce serviteur exige que sa livrée, c'est-à-dire son costume de serviteur, disons, soit aux couleurs des armes de son maître. En gros, quand tu vois le serviteur, tu dois tout de suite savoir à quel maître il est affilié. Et là, il ne porte pas les couleurs de son maître, il est habillé tout en noir. Donc là, pour nous qui écoutons la chanson, il n'y a plus vraiment de doute possible, hein. Marlborough, il est mort, c'est fini. Mais sa femme, elle a toujours pas compris. Peut-être qu'il y a un petit doute. Alors elle va quand même demander au page s'il n'y a pas un petit quiproquo, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il est tombé dans la boue? Donc vu que pour elle, c'est pas très évident que porter des habits noirs, ça signifie porter le deuil à l'époque, il lui dit en quelques couplets « Tu vas pouvoir chialer et mettre tes habits de deuil parce que ton Marlborough, il est mort. » On appuie sur accélérer, et puis là, c'est l'enterrement militaire classique, quoi. On plante du romarin sur sa tombe, on voit son âme qui s'envole. Si, on voit son âme qui s'envole. Et puis tout le monde chante ses exploits militaires, ah il était trop bien, machin et tout, et rentre se coucher. Et là vous vous dites, bah la chanson, elle est finie, mais non, parce que là, il y a deux couplets un petit peu bizarres sur le célibat des hommes. On sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Et donc ces deux couplets disent « Oh, mais c'est bizarre quand même, les femmes, il y en a plein, il y en a des brunes, il y en a des blondes, il y en a des châtaignes. » Oui, le féminin de châtain, c'est châtaigne. Mais il y a quand même des mecs qui se retrouvent célibataires. C'est incompréhensible. Rien à voir avec la chanson, donc, mais c'est comme ça qu'elle termine. Il y a quand même un dernier couplet qui dit que la chanson a déjà bien duré et qu'elle devrait pas durer plus longtemps. Je n'en dis pas davantage, car en voilà assez. T'avais pas dit que tu faisais pas tous les couplets? Mais j'ai résumé,
Parce que des couplets, il y en a 21. Ah, et vous connaissez le véritable titre de la chanson? C'est « Mort et convoi de l'invincible Marlborough ». Donc la contradiction est déjà là, cachée dans l'oxymore du titre, n'est-ce pas? Ah oui, et apparemment, on est censé prononcer Marlbrook, et non pas Marlborough. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde dit Marlborough. Le sens caché. Et là vient la question à 1000 €, c'est qui Marlborough? Eh bien, révélation fracassante, Marlborough, c'est lui. C'est un certain John Churchill, premier duc de Marlborough. Marlborough. Churchill, mais comme Winston Churchill? Bah oui, parce que lui, c'est l'ancêtre de lui. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde l'appelle Marlborough. C'est un général et homme politique anglais à la carrière étonnante et qui en a fait trembler plus d'un. Il commence en tant que simple page à la maison des Stuart, c'est-à-dire la dynastie qui règne sur l'Écosse jusqu'en 1714. Il monte en grade tant sur un plan militaire que politique, on lui reconnaît notamment une véritable habileté diplomatique, il aide à faire monter Jacques II, un catholique, au trône d'Angleterre, puis il change complètement de camp et il soutient Guillaume d'Orange, son successeur disons, qui lui est protestant et qui devient Guillaume III. En récompense, il obtient le comté de Marlborough. Plus tard, il sera enfermé à la Tour de Londres à un moment où ça chauffe un petit peu pour ses fesses. Mais il en ressortira encore plus fort qu'avant avec l'accession au trône de la reine Anne en 1702. Et là, il se marie avec une amie intime de la reine, il obtient le poste de commandant en chef des armées britanniques et il devient duc de Marlborough. Rien que ça. Et il fait aujourd'hui partie des généraux et stratèges européens célèbres. Notamment, c'est lui qui est le chef des forces alliées lors de la guerre de succession d'Espagne. Il est alors au sommet de sa gloire, et c'est lui l'individu le plus riche de toute la cour d'Angleterre. Et ça va lui valoir beaucoup d'inimitié chez les Anglais et les Européens, qui vont voir en lui un opportuniste qui déclenche des guerres pour s'enrichir. Bon, voilà, maintenant vous savez qui est Marlborough, maintenant on va parler de sa mort. Bah oui, celle dont parle la chanson. La chanson dit qu'il est mort à la guerre. Mais de quelle guerre peut bien parler cette chanson? Eh bien, il s'agit visiblement, justement, de la guerre de succession d'Espagne. Bon, pour faire court, en Espagne, le roi Charles II meurt, ça arrive, et l'Europe n'est pas d'accord sur sa succession, et donc tout le monde va se foutre sur la gueule. On a donc l'Espagne et la France d'un côté, contre l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Autriche, et bientôt le Saint-Empire romain germanique. Voilà, donc je vous fais pas de dessin, mais c'était pas franchement gagné-gagné côté franco-espagnol. La guerre est déclarée en mai 1702, et là, évidemment, il y a toute une série de batailles. Donc on va directement aller à celle qui nous intéresse, la bataille de Malplaquet. Parce que jusque-là, la France se prenait quand même plutôt une peignée. En 1706, les Français perdent Turin, ils sont écrasés par Marlborough dans les Pays-Bas espagnols, et l'île, carrément, est prise le 28 octobre 1708. Mais tout change à la bataille de Malplaquet le 11 septembre 1709 dans les Pays-Bas espagnols. Alors, ça s'appelait comme ça parce que ce territoire qui correspond en gros à la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et une partie du nord de la France actuelle était rattaché, pour faire simple, à la couronne espagnole, d'où le nom de Pays-Bas espagnols. Mais cette fois donc, à la bataille de Malplaquet, tout change, car les troupes françaises sont vaincues tactiquement. Attends, je lis bien ça? Bah donc, en quoi ça change par rapport à avant? Justement, je suis en train de regarder, elles sont vaincues, certes, mais elles infligent de telles pertes à la coalition anglaise et compagnie dirigée par Marlborough que celle-ci est obligée de se replier et de renoncer à l'invasion de la France. Tu le savais ça? Non, je le savais pas. Ben moi non plus. Et voilà qui explique l'origine de la chanson. Mort et convoi de l'invincible Marlborough, ou Marlborough s'en va en guerre, a été créé après la bataille de Malplaquet, comme un ultime pied de nez à ce général qui avait fait tant de dégâts, et qui a cru qu'il pouvait envahir la France. Évidemment, ce genre de chanson, ça flirte avec le patriotisme. L'idée derrière la chanson, c'est « Voyez Marlborough, ce grand Marlborough, le puissant Marlborough, l'invincible Marlborough, eh ben il est mort, et pas n'importe où, il est mort à la bataille de Malplaquet. »
bien fait pour lui. Et que cette chanson raconte cette histoire, c'est le signe de deux choses. Déjà, ça signifie que Marlborough représentait une menace suffisante pour qu'on ait besoin de l'exorciser un peu à la manière de « Sorcière, sorcière, prends garde à ton dé » dans La sorcière du placard au balai. Ça signifie « Tu as de grands pouvoirs, certes, mais désormais, tu es impuissant ou impuissante, et je ne te crains plus. » L'autre chose que ça montre, et qui est liée à la première, c'est que finalement, tout grand seigneur, tout général omnipotent qu'il semblait être, Marlborough était comme les autres, mortel. Et parce qu'il a cru être invincible, il est ridicule jusque dans la mort. Sa mort et sa défaite en chanson sont comme une leçon d'humilité donnée par celles et ceux qu'il a voulu opprimer. Et la chanson connaît un succès énorme, tellement d'ailleurs qu'elle est encore connue aujourd'hui. Et pour moi, le rapport des Français à cette chanson, il a quelque chose d'un petit peu similaire à « Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon ». Dans les deux cas, il s'agit d'un personnage d'envergure majeure à l'échelle européenne, dont on chante la mort dans des conditions ridicules et mythifiées, et le tout sur un air réjouissant. Et oui, Napoléon, Marlborough, même combat. Ridicule, vraiment, je suis sûr de mon coup là. Est-ce que ça serait pas plutôt ma lecture de type du 21e siècle? Et oui, si on y regarde de plus près, la chanson reprend pourtant les codes d'une chanson à la gloire du mort. Mais oui, mais n'empêche que le titre, le contexte de la chanson, le rythme et la tonalité en décalage avec le propos censément triste et sérieux, nous indiquent qu'on est quand même sur le terrain de la moquerie. Marlborough était vraiment un phénomène culturel majeur, à tel point qu'on peut estimer que si Napoléon ne l'avait pas détrôné, on parlerait aujourd'hui beaucoup plus de Marlborough. Surtout du côté anglophone. Je crois pas qu'il y ait de Trafalgar Square en France, ni de gare d'Austerlitz en Angleterre. D'ailleurs, le plus étonnant, c'est que cette chanson ait été écrite pour célébrer la mort de Marlborough à la bataille de Malplaquet. Or, c'est complètement faux. En fait, Marlborough a seulement été blessé lors de cette bataille, de la même manière que Napoléon n'a pas de fils Léon qui lui a crevé le bidon. Salut, c'est le monteur. Je vous avais manqué, hein, pas vrai? Écoutez, après des petites recherches complémentaires, il s'avère que Napoléon avait bien un fils Léon. Truc de ouf! Comme quoi la réalité dépasse parfois la chanson. Je tiens cependant à préciser qu'il ne lui a pas crevé le bidon. Et oui, la chanson a quelque peu anticipé la mort du duc, puisqu'il n'est mort que 13 ans plus tard, en 1722. Et oui, c'est juste que quand il a été blessé, la rumeur de sa mort a commencé à circuler, et que tout le monde y a cru. Tout simplement. Comme quoi, les fake news, ça n'a rien de nouveau. C'est exactement comme la chanson du roi Lot dans Kaamelott. On chante la mort du roi Lot parce que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Et peu importe que ça soit vrai ou non. Le succès de la chanson en France. Mais alors, il reste quand même une petite question. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui connaissent cette chanson en France, alors que je pense pouvoir dire que 98% de la population française ignore complètement qui est ce type? C'est un petit peu surprenant quand on y réfléchit quand même. Eh bien déjà, il faut aller regarder le succès de cette chanson après la guerre de succession d'Espagne. On a vu que la chanson était populaire à ce moment-là parce qu'elle racontait la mort de l'affreux méchant général ennemi. Ok, d'accord, mais des chansons comme celle-là, il y en a des centaines, voire des milliers, j'imagine. Alors pourquoi est-ce que celle-ci, en particulier, nous est parvenue? Eh bien, pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est qu'elle plaît bien au peuple. Alors, elle fait partie de ces différentes chansons sur la mort d'un général ennemi qui plaisent bien, donc ça, c'est une bonne base. La deuxième raison, c'est qu'elle est réinterprétée et absorbée par des artistes dans leur propre création. Et la troisième, c'est que ce succès populaire est augmenté d'une reconnaissance par la cour elle-même. Et donc la chanson est validée d'un bout à l'autre de la société de ce siècle-là, ce qui est un bon point de départ. Ainsi, dans sa pièce « Le mariage de Figaro », Beaumarchais emprunte la mélodie de Marlborough pour écrire sa romance de chérubin dans la scène 4 de l'acte 2. La prête d'une fontaine, que mon cœur a de peine, songeant à ma marraine, sentait mes pleurs couler,
prête à me désoler. Je gravais sur un frêne que mon cœur a de peine. Sa lettre sans la mienne, le roi vint à passer. Voilà, ça c'est la complainte d'amour à peine déguisée que le page Chérubin, que son maître a envoyé rejoindre l'armée à l'acte 1, chante pour la comtesse, la femme de son maître donc. J'aurais pu dire sa maîtresse, mais ça aurait prêté à confusion. Et c'est vraiment écrit pour être chanté sur l'air de Marlborough. Et c'est pas un hasard si c'est un soldat qui la chante. Plus tard, Victor Hugo lui-même va écrire un poème en précisant qu'il est à chanter sur l'air de Marlborough. Mais revenons en 1785, car ce n'est pas tout. Pendant la petite enfance de Louis XVII, alors oui, il y a eu un Louis XVII, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais disons que c'est le nom qui est donné par coutume au fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI, le deuxième fils. Alors on pourrait contester le fait que je l'appelle Louis XVII, mais si je l'avais appelé Louis-Charles, duc de Normandie, il n'y a pas grand monde qui aurait compris de qui je parle. Donc voilà, c'est pour être clair. Eh ben, qu'est-ce que ça donnerait si t'étais pas clair? Bref, la berceuse que chantait à Louis XVII sa nourrice, vous l'aurez deviné, c'est Marlborough s'en va en guerre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que après ça, Marie-Antoinette va la chanter régulièrement à la cour, et puis le roi, dit-on, va faire de même, et voilà qui contribue à la popularité de l'air, non plus seulement dans les villages ou chez les artistes, mais également à la cour. Et la cour, à l'époque, en France, eh bien, c'est quand même le lieu d'un rayonnement culturel qui s'étale sur toute l'Europe. Et plus tard, on dira même que Napoléon la chantait lors d'une de ses campagnes. Postérité de la chanson. Et à partir de là, la chanson, elle se diffuse partout. En Espagne, les enfants la chantent en jouant à la marelle, par exemple. Mais surtout, l'air va être source d'inspiration pour des artistes de renom. Saviez-vous, par exemple, que Beethoven avait créé une œuvre qui reprenait cet air ? Et oui, dans la Victoire de Wellington. La chanson est référencée chez Goethe, dans les âmes mortes de Gogol, dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, dans Guerre et paix de Tolstoï. Mais chez plein d'autres encore, je peux pas tous vous les faire. Et puis, c'est déjà l'époque des produits dérivés. Je vous assure, hein, avec des éventails où il y a la chanson qui est écrite dessus, des gilets pareils, des rubans, il y a même des chapeaux à la Marlborough. Enfin, et là vous vous dites peut-être, ah, mais je vois où il veut en venir. Non. Oui, bah attends. Marlborough est à plusieurs reprises la cible directe de Jonathan Swift dans Les Voyages de Gulliver. Ah, je vois où tu veux en venir. Oui, voilà, le timing est parfait, Bonnie. Et si vous voulez tout savoir sur les aventures de Gulliver, j'en parle dans une saga qui parle des voyages de Gulliver. C'est dans mon programme Bas les masques. Allez-y, c'est bien. Mais quelle postérité de ouf! Mais c'est sans doute par le biais des anglophones que la chanson va connaître son rayonnement le plus conséquent. Et oui, parce que Marlborough s'en va en guerre, vous allez l'entendre un peu partout dans les productions anglophones. Vous ne me croyez pas? Eh bien, c'est peut-être parce qu'elle a été légèrement modifiée, mais vous la connaissez peut-être dans cette version. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, that nobody can deny. Ça, c'est aux États-Unis, mais apparemment, chez les Britanniques, ça finit plutôt par And so say all of us. Et si elle vous dit quelque chose en français, c'est normal, c'est parce qu'elle a été retraduite en français. Et c'est devenu « Car c'est un bon camarade ». Voilà, si vous avez déjà chanté « Car c'est un bon camarade » en vous disant que ça vous rappelait un petit peu l'air de Marlborough, eh bien c'est tout à fait normal. C'est parce que au départ, c'est Marlborough, tout simplement. Si vous me croyez pas, on va comparer. For he's a jolly good fellow, Marlborough s'en va en guerre. For he's a jolly good fellow, Mironton, tonton, Mirontaine. That nobody can deny, ne sait quand reviendra. That nobody can deny, ne sait quand reviendra. Certes, il y a quelques petits changements, mais la ressemblance est flagrante. Et les différences de la version française à la version anglaise, vous savez d'où elles viennent? Eh bien, de la réorchestration de la chanson par Beethoven dans la Victoire de Wellington. Eh oui, pas étonnant qu'une œuvre chantant la gloire militaire d'un général anglais ait eu une telle influence chez les anglophones et un petit peu moins en France. Ça n'est que mon hypothèse, mais allez écouter le morceau, je vous assure, c'est flagrant. Évidemment, la chanson existe aussi au féminin, elle doit aussi exister dans des versions non genrées, mais ça doit être un petit peu plus compliqué. Et je pense que c'est faisable, je vais vérifier et je vais le noter là.
Voilà. Fontaine, Jolly Good Fellow, c'est plus compliqué à chanter. Bonus. Bonus, c'est le pluriel de Bonnie. On va dire que oui, pour te faire plaisir. Pour finir, quelques petits trucs en vrac que je savais pas où mettre. Numéro 1, vous savez que le nom de la compagnie de clopes a un rapport avec Marlboro? Pourquoi? Tout simplement parce que l'usine de Philip Morris qui les fabriquait à Londres se trouvait à Marlborough Street. Et je viens de vérifier parce que ça m'a rappelé quelque chose au moment où j'en parlais, mais Marlborough Street, c'est une case dans le Monopoly anglais. Et ouais, et Marlborough est devenu Marlborough. Comme quoi, il n'y a pas que les Français qui simplifient l'orthographe de Marlborough. Numéro 2, Marlborough a également donné son nom à un château français, le château de Malbrouck en Moselle. Juste parce que Marlborough y a installé ses quartiers brièvement pendant la guerre de succession d'Espagne. Bah tiens, les hôtels, ils devraient faire pareil. Enfin bon, ils s'appelleraient tous Hôtel Beatles, ça serait vite compliqué. Numéro 3, vous avez remarqué des liaisons bizarres dans la chanson? Non? Eh ben pourtant il y en a. Du genre, il reviendra Zapac. Alors il n'y a aucune raison de faire la liaison avec un Z ici. C'est ce qu'on appelle une liaison mal à propos. Oui, comme le T qui ne devrait pas se prononcer, mais qu'on prononce pour l'expression qui désigne les sons qu'on ne devrait pas prononcer. C'est clair, non? C'est comme quand on dit 5 objets, ou 1000 amis, ou bien nous sommes donc allés. Tout comme le T de mal à propos, ça n'a rien à faire là. Mais d'une, ça sonne populaire, et puis il y a des chances pour que ça le soit à la base, et de deux, ça sonne rigolo. Donc ben ça marche, c'est efficace. C'est un peu comme faire un film où il y a des personnages qui vont dans l'espace en accrochant des fusées à leur voiture. Ça n'a aucun sens, mais ça divertit et ça plaît. Ça n'a rien à voir. Bah non, ça n'a rien à voir. Numéro 4. La chanson a pu être attribuée à Madame de Sévigné, sauf que bah en fait on n'en sait rien. Hein. Elle a aussi été attribuée parfois à des soldats. Enfin bon. Mais ce qui est en revanche flagrant, c'est qu'elle s'inspire très fortement d'une autre chanson populaire de l'époque. Le convoi du duc de Guise. Déjà rien que dans le titre, il y a un petit truc qui rappelle... Et c'est une chanson qui a été écrite après l'assassinat donc du duc de Guise. Je vous laisse les paroles ici, et il faut avouer que c'est troublant quand même la ressemblance entre les deux. Le duc de Guise est mort et enterré, alors on l'annonce partout. Là aussi, il y a 4 gentilshommes, pourquoi pas, comme par hasard, qui portent ses attributs militaires également, et puis tout le monde rentre chez sa femme à la fin, sauf ceux qui sont tout seuls. Exactement comme dans la chanson de Marlborough. Là, c'est plus une inspiration, c'est un demi-pompage, quoi. Eh, mais c'était courant à l'époque. Alors, j'ai pas la date de création de cette chanson-là, mais comme l'assassinat a eu lieu en 1588, il y a de fortes chances que la chanson ait été écrite juste après. Donc elle a précédé Marlborough s'en va en guerre de plus d'un siècle. Numéro 5. Pourquoi Mironton? Ça veut rien dire. Ben oui, non, ça veut rien dire. C'est juste pour le rythme. Oui, c'est exactement comme sur l'air du tralala, sur l'air du tralala. Ou bien ding dang dong, ding dang dong. C'est pour la musique, la sonorité et le rythme. Et le bœuf Mironton? Ah non, 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 c'est Miroton. Le bœuf, il est Miroton. Pas mironton. Miroton, ça veut dire plat de bœuf, tout simplement. Et justement, si on fait cette erreur aujourd'hui, c'est à cause de la chanson. Quant à l'expression « une bande de mirontons » qu'on retrouve chez Céline, eh bien ça date du début du XXe siècle. Et donc c'est bien l'expression qui vient après la chanson, et non pas l'inverse. Non, non, c'est pour le rythme. Vous entendez pas les tambours là derrière? Mironton, tonton, mirontaine. D'ailleurs, si vous dites mironton, mironton, mirontaine, comme moi avant de faire cette vidéo, eh bien, c'est une erreur. Vous trouverez pourtant parfois cette version sur internet, mais il suffit de regarder la version de Beaumarchais, qui est donc un peu plus proche de l'original que nous, pour s'en persuader. Que mon cœur a de peine, mironton, tonton, mirontaine. Là, le rythme est évident. De toute façon, à la base, c'était une ronde, c'était fait pour danser. Et donc le rythme mironton, tonton, mirontaine est beaucoup plus entraînant, plus pertinent, plus efficace. Hey, c'est encore moi le monteur. J'ai un contre-argument à la théorie du mironton tonton. Si on prend le poème Le Sacre de Victor Hugo dont je vous parlais plus tôt, eh bien là, le rythme c'est 3-3-3. Paris tremble aux douleurs, aux misères, mironton, mironton, mirontaine. Conclusion, on peut visiblement tabler sur le fait que les deux versions existaient. Donc c'est cool, au final. Vous avez l'embarras du choix. Par contre, ça devait aller hyper vite
vite si on la dansait au rythme auquel on le chante aujourd'hui. Malbrousse s'en va en guerre, Mironton, tonton Mirontaine, Malbrousse s'en va en guerre. Voilà, on a fait le tour de Marlborough pour aujourd'hui, je pense. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à mettre des commentaires si vous voulez que je décortique d'autres chansons plus tard. Et je m'occuperai de toutes ces chansons que vous croyez connaître, mais en fait non. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et puis vous pouvez également retrouver mes podcasts sur les différentes plateformes de podcasts, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tout ça. Et vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip. Voilà. Bon, à dans une prochaine vidéo. Malbrousse s'en va en guerre, Mirontaine. Malbrousse s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra.